Bonsoir. Trois personnalités politiques d'envergure, trois visions. Quelles ambitions de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo et Affi N'Guessan pour la Côte d'Ivoire? On en débat tout à l'heure en début d'émission. Et ce soir, nous recevons Zondé Zoko Stéphane. Il est secrétaire général du syndicat national des professionnels de l'orientation de Côte d'Ivoire, le SINAPOSI. Et Johnson Kwasi Zemina, lui, est porte-parole de la coordination nationale des enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. C'est le Sénèque. Avec eux, il sera question de la problématique de l'orientation des bacheliers de 2021 dans notre pays. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver à chacun des numéros de cette émission, surtout quand on revient de week-end. On est requinqué, on est en forme, on dégage de bonnes énergies, de bonnes ondes. Et tout cela, l'idée de savoir que vous êtes là, fidèles et très nombreux, tous les soirs devant vos postes de télévision pour regarder ce rendez-vous et surtout parce que vous êtes fidèles à Live TV. Bienvenue dans le Live Talk et pour m'accompagner ce soir en première partie d'émission, il y a Ryan Assi. Bonsoir. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Alors je disais, retour de week-end. Un long week-end pour moi. Très en forme. Ça va, la reprise est bien. Ah, aujourd'hui, je ne serai pas tout seul à être un tout petit peu apprécié. Vu que M. Élisée Boulougou est en noir, donc c'est vraiment. Il a rejoint la secte. Exactement, Men in Black. Bonsoir Élisée, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va très bien. Ouais, noir en costume, mais blanc dans le cœur. C'est exactement ça. Très très bien. Je me permettrai de saluer ici Achille Brou, qui est professeur d'éducation physique et sportive. Oui. Au collège modèle de Django Kro, dans la sous-préfecture de Dimbo Kro. C'est un fidèle. C'est un fidèle. Très je bien. voudrais en tout cas lui dire merci pour ses mots aimables et c'est gentil. Très bien. Ouais, vous commencez à être une vraie star, Élisée Boulougou. à Achille et à tous les autres, tous ceux qui nous regardent, eh bien, on vous dit bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Bon, alors tout de suite, on va aborder la question du petit débat juste après ça. On aurait pu dire un week-end riche en activités politiques. D'un côté l'UNG, de l'autre le MGC, en soutien ou pas à un leader politique. Mais en tout cas, on parlera de cette vision globale et de ces visions-là, de Laurent Gbagbo, de Simone Gbagbo, d'Affi N'Guessan. On en parle dans notre petit débat. Alors déjà, comment vous appréciez la configuration actuelle telle qu'elle se présente, Élisée Boulougou? Eh bien, moi, je pense que au regard de tout ce qui s'est passé depuis quelques mois, c'était plus ou moins prévisible en fait quand on se retrouve dans une telle configuration. Surtout quand on se rappelle ce communiqué de Mme Simone Gbagbo suite à la publication d'une certaine liste de ceux-là qui devaient constituer l'équipe, le comité qui devait statuer ou réfléchir sur la mise en place de nouveaux partis. On a vu qu'elle s'est fendue d'un communiqué dans lequel elle avait exprimé son mécontentement, où elle avait même traité ses amis d'ex-amis, en fait. D'ex-amis, pour certains, déjà, ils avaient tout de suite vu en ça la rupture. Pour d'autres, ils avaient dit certainement que c'est parce qu'elle était sous l'effet de la colère. Mais aujourd'hui, une chose est certaine, on ne jetterait pas les coris ou on n'ira pas vite en besogne. Mais une chose est certaine, je pense que Simone Gbagbo a décidé d'une manière ou d'une autre de s'affirmer. Donc c'était vraiment visible à l'horizon. Peut-être qu'elle n'a pas encore franchi le Rubicon, elle n'a pas encore franchi vraiment le seuil qu'on veut. Ce n'est pas encore très clair. Voilà, bon là on ne pourra pas vraiment faire de spéculation dessus. Mais une chose est certaine, aujourd'hui Simone veut s'affirmer. Et je pense qu'avec le mouvement Génération Capable et ce qu'on a vu le week-end au Parc des Sports, je crois qu'elle est déterminée à s'affirmer. Peut-être que c'est un message pour dire que certainement il faut compter avec moi. Voilà. Non, mais déjà certains disaient, ouais, peut-être qu'on est en train de partir vers la création d'un parti politique. Mais c'était très clair, ce n'est pas un parti politique qui est en création. En tout cas, pour le moment. Jusqu'à présent, ce n'est vraiment pas un parti politique. Ça, c'est ce que les organisateurs m'ont tenu à dire. La présidente même du mouvement l'a signifié, Madame Crédit, que c'est plutôt un ensemble d'associations. Un mouvement. Voilà, qui porte une certaine vision et qui pense que Simone Gbagbo, en tant que marraine, incarne véritablement cette vision qu'ils veulent. Donc, c'est comme ça qu'elle a donné, c'est ce qu'elle a donné comme explication. Donc, pour l'heure, on ne peut pas dire que c'est un parti politique.
Mais toujours est-il que les partis politiques naissent généralement des mouvements. C'est sur la bonne voie. Voilà, donc on a l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de placer petit à petit les pions pour arriver justement à cette fin-là. Est-ce que ça va se faire demain, après-demain, le mois prochain? C'est une idée que vous tenez depuis un moment. Oui, j'ai un peu ce flair-là. On ne sait pas si ça va se faire demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine ou dans 5 ans. Mais une chose est sûre, on sent ce cheminement en train de se faire tracer. On sent cette affirmation dont tu parles en train de se prononcer davantage. Donc pour voir, c'est une façon aussi de tester qui est avec elle, qui n'est pas avec elle et quel est son poids politique. Alors justement, on va parler de ce qui est factuel, c'est que c'est une belle mobilisation qu'on a notée donc lors de ce congrès. Pour certains, ça voulait dire attention. Pour ceux qui pensaient que j'étais fini, eh bien c'est pas le cas. Exactement, Brice, c'est ce que je suis en train de dire tantôt. Je suis en train de dire que dans l'opinion, c'est un message que Simone Gbagbo voulait envoyer, un message peut-être pas de façon de go, mais un message peut-être subliminal, mais pour dire à ceux certainement qui penseraient qu'elle n'avait sa légitimité que parce qu'elle était avec Gbagbo, mais elle voulait aussi dire qu'en tant que femme politique, elle a de la représentativité dans l'opinion. Parce que c'est une démonstration de force. C'est un message. Est-ce que cette représentativité lui permettrait aujourd'hui de concurrencer, si je peux utiliser ce terme, Laurent Gbagbo? Peut-être que aujourd'hui qu'elle est en train de vraiment tracer ce chemin politique. Non, peut-être que l'objectif n'est pas forcément de concurrencer Laurent Gbagbo, ou bien peut-être pas de concurrencer Gbagbo à court terme, ni à moyen terme. Mais ce n'est pas des éventualités à écarter, mais déjà de dire qu'elle a une certaine représentativité dans l'opinion. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous ne gagnerez pas à m'écarter de ce Voilà. Peut-être que si je ne suis pas avec vous, je ne gagnerai pas seul. Mais une chose est certaine, les personnes que je mobilise, ce n'est pas évident que vous ayez gagné sans ces personnes. Je peux épouser cette façon de voir les choses dans le sens où quand on regarde comment se sont passés les précédents événements, effectivement, c'est quand elle a l'impression justement de ne pas être comptée comme un élément indispensable dans la création du parti de Laurent Gbagbo qu'on voit ce mouvement venir se mettre en place, comme justement un message qui dirait si on marche avec moi, on peut également avoir une part de la population. Donc ça ferait du sens. Alors si justement certains observateurs estiment que c'est une façon de dire attention, vous le disiez tout à l'heure, si vous ne comptez pas avec moi, il est probable que tous ceux qui me soutiennent ne soient pas avec vous. Donc ça peut ressembler à une forme de défection potentielle au cas où. Mais de l'autre côté, il y a un soutien, on aurait pu dire un renfort avec un autre parti, celui-là de Stéphane Kipré, qui dit « Nous, on vient dans le nouveau parti apporter toutes nos voix ». Ça fait une forme d'équilibre. Ce ne sera pas le dernier. Mais à Laurent Gbagbo. Bon, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais honnêtement, pour moi, ce n'est pas que je veux minimiser ce qui a été fait par l'UNG, mais est-ce que l'UNG aurait pu faire autrement ? Je me pose bien la question. Parce que l'UNG faisait partie de la mouvance présidentielle en 2010. Ils ont apporté leur caution à Laurent Gbagbo. Et depuis toujours, tout le monde sait la proximité entre Stéphane Kipré et Laurent Gbagbo. Donc, ça, c'est pas quelque chose. Voilà, donc c'est vraiment pas quelque chose pour moi qui peut être considéré comme un phénomène majeur. Ça, c'est le contraire qui, à mon avis, aurait vraiment interpellé, comme peut-être c'est le cas aujourd'hui avec un peu le COJEP qui ne s'est pas encore affirmé en tant que tel sur l'appel de Laurent Gbagbo. Mais sinon, pour Stéphane Kipré, vraiment pour moi, ce n'est pas un événement majeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un parti. Et quand vous dites ça aujourd'hui, mais l'UNG représente quand même un certain poids. Je cite 97 délégations départementales, 85 délégations communales, 377 délégations de sous-préfecture. Il y a un bon maillage, donc c'est un bon soutien. Non, je ne dis pas que la création du nouveau parti. Je ne dis pas que ce n'est pas un soutien. Ce que je suis en train de dire, il faut qu'on pour vous, il est évident. Il était évident. En fait, c'est ça, il n'était pas inattendu. Voilà, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'inattendu, ce n'est pas quelque chose pour lequel je dis les proches ou bien les soutiens de Laurent Gbagbo doivent acclamer des deux mains. C'est le contraire qui aurait vraiment posé problème. C'est ça, et ce sera le cas également on a vu l'arrivée de Laurent Gbagbo ici, quand il est arrivé le 17 juin. Qui était le plus proche de Laurent Gbagbo? C'était Stéphane Kipré qui a même usé des coudes pour pouvoir déblayer la route, en fait, pour permettre à Laurent Gbagbo de passer. Nous tous, on sait cette intimité que Laurent Gbagbo a toujours eu avec Stéphane Kipré. Donc, le fait de venir aujourd'hui dire que l'UNG déjà met fin à ses activités pour aller dans le nouveau parti, moi, je pense que c'est une porte ouverte qu'on enfonce, quoi. Vraiment, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne dis pas qu'il n'a pas de poids. Ça, je ne le dis pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que ce qui a été fait, pour moi,
s'inscrit dans la droite ligne de ce qui était attendu. En tout cas, par le citoyen qui avait une certaine observation de la vie politique ivoirienne. Alors, poids ou pas, il faut savoir que ce ne sera pas le dernier mouvement à rejoindre donc, la création de ce nouveau parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Quand on sait que c'était un homme qui avait derrière lui une forte mobilisation, qui s'est même senti encore ces dernières années. Donc aujourd'hui, on s'attend à ce que ce nouveau parti ait une forte représentativité. Vous parlez de mobilisation, je dirais mobilisateur, et l'un d'entre eux s'appelle Charles Blé Goudé, donc du COJEP, qui traîne un peu les pas en ce moment. Vous avez l'impression? Bon, moi je ne dirais pas qu'il traîne les pas parce qu'il a dit les raisons, ou du moins son parti a dit les raisons pour lesquelles aujourd'hui ils n'ont pas encore pris position de façon claire. Ils disent qu'ils attendent l'arrivée de leur leader. Il faut que Charles Blé Goudé soit en Côte d'Ivoire afin que le COJEP s'exprime sur cette question. Parce que bien évidemment, pour tout le monde, vu les relations très proches entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo, tous deux ont été à la haie. On sait certainement que l'univers carcéral a dû encore renforcer cette proximité. Tout le monde se pose la question de savoir, effectivement, pour quel camp il va militer, ou certains sont plus ou moins sûrs qu'il va aller chez Gbagbo. Est-ce que ce n'est pas une évidence? Qu'il passe chez Gbagbo? Oui. Est-ce que ce n'est pas une évidence? Est-ce que justement, le fait de dire on attend notre leader, ce ne serait pas un coup de pression pour qu'il revienne plus vite? Parce qu'on sait que... Mais si tel est le cas, le coup de pression est fait dans le mauvais camp. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'arrivée de Blé Goudé en Côte d'Ivoire ne dépend pas de Laurent Gbagbo. Il ne peut interagir nullement sur cette venue. Aujourd'hui, la décision... Quoi qu'on sait que ce parti-là, quand même, rapporterait beaucoup au parti de Laurent Gbagbo, donc qui pourrait, pourquoi pas, user de certains moyens de... Lecture simple, hein, selon de négociation. Si vous souhaitez qu'on vous rejoigne, eh bien... Faites en sorte que... Aidez-nous à ce que notre leader revienne plus vite. Voilà, plus vite il viendra. Si vous avez participé, sait-on jamais, on va regarder peut-être favorablement parce que ça reste quand même un mouvement qui a... Bon, moi je pense que si Laurent Gbagbo, le président Gbagbo a considéré... Si le président Gbagbo a considéré le fait que Afi N'Guessan lui ait dit que si je te cède le parti, mais rassure-toi que j'en devienne le vice-président, le premier vice-président, et que je conduise, et que ça, Laurent Gbagbo l'a qualifié comme un chantage, mais ça aussi c'est tout un chantage, c'est tout aussi comme un chantage. Si tu dois dire à Gbagbo, non, aidez-nous à ce qu'on vienne pour que nous, demain, on puisse prendre fait et cause pour vous, Gbagbo le considère comme un chantage. De toute façon, ils l'ont dit, ils n'ont pas besoin, pour l'instant ils regardent. Nous avions reçu donc le docteur Saraka ici qui disait qu'on regarde le chef de l'État. C'est ça. Le COJEP, c'est un parti majeur qui sait se battre pour ses actions, et donc ils espèrent pouvoir... C'est la bonne porte qui frappe justement, parce que c'est là-bas et là-bas seulement qu'on peut avoir gain de cause quant au retour de Laurent Gbagbo. Et puis quelqu'un qui certainement qui observe tout ça avec un œil très... un certain œil, j'ai envie de dire, c'est Pascal Afi N'Guessan qui voit tous ces mouvements, nouveaux partis, Simone, soutien de l'UMG. Le parti d'Afi N'Guessan regarde tout ça, selon vous, avec quel œil? Ben, je pense déjà que Afi N'Guessan déjà doit se réjouir d'une chose. Aujourd'hui, il n'est pas forcément au devant de la scène. En tout cas, je dirais, il n'est pas celui-là qui est dans le viseur, dans l'immédiat des pro-Gbagbo. Ou des gars, comme on le dit, Gbagbo ou rien, qui à un moment vraiment l'ont brocadé après tout ce qu'on a entendu. Donc pour le moment, il a un peu de répit. Donc ça peut lui permettre d'asseoir... Il a un peu de répit, donc ça peut lui permettre d'asseoir son organisation, puisqu'il a nommé des vice-présidents, il peut travailler un peu plus ou moins à ça. Mais une chose est certaine, aujourd'hui, je pense que dans la peau dans laquelle Afi est aujourd'hui, l'idéal pour lui serait que soit Simone décide de le rejoindre dans le FPI où il est, et que tous deux fassent front. Ça serait un avantage pour lui. En tout cas, il le souhaiterait bien. Ou que quelqu'un comme Blé Goudé estime que la posture qu'il a eue jusque-là était la posture la plus indiquée, et qu'il puisse aussi le rejoindre. Donc aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, il est un peu libéré du fait qu'il n'est pas, excuse-moi du terme, le seul opposant en griffe à Gbagbo aujourd'hui dans la sphère, je dirais, de la gauche ivoirienne, qu'on connaît tous. Il peut se réjouir, n'est pas aujourd'hui être le seul opposant, parce qu'il y a quelques même si on ne peut pas déjà qualifier d'opposants, mais le fait que ces personnes-là ne s'affirment pas de façon directe ou bien ne prennent pas position directement. Alors ce de quoi il peut encore plus se réjouir, c'est qu'on l'avait eu sur ce plateau justement, il nous avait affirmé qu'il n'allait pas laisser la place qu'il a aujourd'hui parce que c'est Laurent Gbagbo, mais parce que les Ivoiriens l'auraient voulu. Aujourd'hui, il n'a pas eu à lutter
Donc Laurent Gbagbo étant parti créer son parti politique, on est bien d'accord qu'il a une forme de soulagement. L'image de ça, c'est on a évité le caillou. Exactement. Voilà. Alors l'éventualité Simone Gbagbo qui rejoint le FPI n'est pas à écarter totalement, mais ça m'étonnerait dans le cas de figure où ça viendrait contredire un peu ce qu'elle nous envoie comme message. Donc ça voudrait dire qu'il faut encore qu'elle dépende d'un parti politique pour être Simone Gbagbo, notamment le parti politique dans lequel elle a évolué depuis un bon moment, dans lequel elle s'est construit une image. Est-ce qu'aujourd'hui elle n'a pas envie de se construire une image à elle-même avec son propre parti politique? C'est une éventualité qui... Ça, c'est une En tout cas, ça, réflexion qui, pour moi, aussi est pertinente. Ça m'aurait amené à poser la question, sommes-nous dans le temps des alliances? Sommes-nous dans le temps des contacts? Des alliances, des contacts, moi je pense qu'on est dans le temps du renouveau des partis politiques, j'ai envie de dire. Parce que même pour ceux qui existent, quand on regarde le FPI, on est en plein réaménagement, on soigne sa monture, hein, comme on dirait, et puis on a la création de nouveaux partis. C'est un vent nouveau qui va souffler dans l'opposition. Moi, je pense plutôt, je pense exactement comme ce que Ryan a dit. Actuellement, on est dans une étape de restructuration. C'est ça. Tous avec certainement comme point, je dirais, en ligne de mire, voilà, le 2025. Aujourd'hui même, que ce soit au niveau du parti présidentiel, le RHDP, on est en pleine restructuration. On sait ce qui se passe là-bas depuis quelques jours. Donc le parti, il y a un comité qui a été mis sur place pour réfléchir à la restructuration et doit donner ses conclusions d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, Gbagbo annonce la création d'un nouveau parti pour lequel les uns et les autres se mobilisent. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est dans une phase vraiment de restructuration. Et je pense que c'est le bon timing parce qu'après, de restructuration et de préparation. Surtout. Oui, de restructuration et de préparation, parce qu'après, il va falloir maintenant passer aux actes et ça ne sera plus le lieu de chercher à restructurer, à organiser quoi que ce soit. Toutes les structures doivent être mises en place. Non, c'est vrai, tu as dit, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on remarque que pour un parti qui n'est pas déjà créé, eh bien l'UMG dit, on dissout notre parti et on rejoint un parti qui n'est pas encore créé. Ouais. Il y a un parti dont on est sûr que la création mais qui n'est pas encore créé. Non, mais je pense que ça aussi, je pense que ça s'explique un peu. Hein. Ça s'explique quelque part pour la simple et unique raison que déjà, le président Gbagbo, quand il annonçait même laisser l'enveloppe et partir avec le contenu, disait que tous ceux qui veulent vraiment rejoindre son parti sont les bienvenus, que c'est ouvert à tout le monde. Mais dans l'entendement de Laurent Gbagbo et de la tendance Gore, comme on le dit, Gbagbo ou rien, c'est de ne pas avoir la configuration, en fait, du RHDP à l'époque. Parce que vous savez que l'une des choses qui a été un peu, peut-être pas la faiblesse, mais qui a certainement, arrivé à un certain moment, créé une certaine friction, c'est le fait que les gens soient venus dans le RHDP, mais avec leur entité. C'est-à-dire chacun a son parti, dans avec son organisation et sa structure, et puis on est tous dedans. Donc c'est vrai qu'il y a un directoire qui, lui, insuffle un peu la direction qu'on doit prendre, mais on après, a une certaine fragilité. Voilà, parce qu'après, il y a une certaine autonomie qui ne dit pas son nom qui existe. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est certainement ça que Gbagbo ne veut pas, que Laurent Gbagbo ne veut pas. Donc pour lui, il n'y a pas à faire de tu vas venir avec un parti qu'on a, et puis dedans, après, tu vas dire, bon, je sors mon parti. Non, le parti est dissous. On vient tous, on est membres fondateurs du parti, et on repart sur cette base. Donc je crois que c'est ce qui explique un peu ça. On tire des leçons voilà. de ce qu'on vit. Exactement. On va marquer une pause, sinon tout de suite partir pour notre lu, vu, entendu. Merci en tout cas pour vos différentes contributions. Notre lu, vu, entendu après le jingle. Et justement, notre lu, vu, entendu nous vient du quotidien Fraternité Matin. C'est une déclaration de M. Alain Lobognon. L'ancien ministre dit, et je cite, je vais vous citer les propos, je ne l'avais pas. Je mets fin à notre collaboration politique. Je mets fin à notre collaboration politique. Voilà, on y est. S'adressant à Guillaume Soro. À Guillaume Soro. Commentaire, messieurs? Impression? Et mademoiselle. Oui, moi, je suis un peu... on est tous un peu tombés des nues hein, de voir. Bon, quand je dis tombés des nues, pas que forcément c'est des axes qu'on avait... C'est des pistes qu'on n'avait pas explorées, mais honnêtement, quand on se rappelle encore Alain Lobognon qu'on recevait ici il y a 2 semaines, en arrière, qui maintenait mordicus, qu'il était déterminé à aller jusqu'au bout, en tout cas pour que Guillaume Soro et le président Ouattara se retrouvent.
et que 2 semaines plus tard, il soit en train de dire qu'il se sépare, en tout cas en c'est termes pas une contradiction. idéologie politique, il se sépare il met fin à sa collaboration politique avec Guillaume Soro. C'est vrai que ce n'est pas une contradiction C'est pas dans une le contradiction fond, en soi. mais Oui. dans le Parce que la fond, précision, oui, la dans le collaboration fond, politique, il mais insiste. dans le fond, mais comme je le dis, en termes de timing et au Contribuer regard... à ce qu'il y ait une forme de réconciliation donc, entre justement Guillaume Soro et le président ne veut pas dire qu'on est toujours en collaboration avec Guillaume Soro. Non, c'est Donc, pourquoi en soi, je dis dans le fond, c'est peut-être pas une contradiction. Mais en termes de timing, et puis en termes de ce qui est mis en œuvre actuellement, vous voyez le signal, la compréhension que peut avoir certainement ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, avaient commencé à épouser cette vision de Alain Loboyon, de rapprocher les positions, on peut se dire, ah ben, bon, tu rapproches deux protagonistes, tu essaies, et puis en même temps, tu déclares que toi, tu mets fin à ta collaboration avec un autre. En termes de signal, ce n'est pas forcément le signal qu'il faut en ce moment précis. Moi, je dis en termes de timing. C'est vrai qu'il peut même ne pas être d'accord. Et pour moi, pour être honnête, en termes de collaboration, mettre fin à la collaboration, il a mis fin depuis en termes politiques, depuis la prison même. Depuis la prison, il avait dit qu'il se retirait du GPS. Quand il est sorti, vraiment, il n'épousait plus les idées. Mais pourquoi venir en parler maintenant, surtout qu'il y a quelques jours, tu as pris ton bâton de pèlerin et tu t'es engagé à faire en sorte que ces deux leaders-là se retrouvent. Pour moi, le timing pose problème. Peut-être que ce timing intervient justement à un moment où les gens l'étiquettent trop à Guillaume Soro. Et quand on a envie aujourd'hui d'être l'intermédiaire entre deux partis, on n'a pas avantage à être étiqueté à l'un de ces partis. Peut-être que c'est ce détachement qu'il essaie d'opérer aujourd'hui, de dire je ne suis ni du RHDP, ni du GPS, je suis aujourd'hui Alain Loboyon et j'essaie moi de mettre les deux partis ensemble. C'est la seule explication logique que je peux donner, parce que tout comme toi, je suis tombée des nues quand j'ai compris qu'Alain Loboyon mettait fin à sa collaboration politique avec Guillaume Soro, quand on sait que c'est plus de 2 décennies de collaboration, enfin, on connaît ce background. Pour lire un tout petit peu l'interview, morceau choisi, j'ai été longtemps étiqueté comme étant un proche de Guillaume Soro. Exactement, c'est cette étiquette j'ai été qu'il grossièrement essaie de faire attaqué alors que j'étais en prison. Un homme doit avoir une dignité et moi, je n'ai pas apprécié le fait que je sois en détention et qu'on m'accuse de tous les maux. C'est de cette étiquette que je parle justement. Aujourd'hui, c'est de dire Alain Loboyon n'est pas égal à Guillaume Soro, Alain Loboyon n'est pas égal au RHDP, Alain Loboyon est tout simplement Alain Loboyon pour la paix. Enfin, c'est ce que j'arrive à lire entre les lignes de toute ces façon, les proches de Guillaume Soro le traitent, j'utilise une jolie expression. Donc du coup, vous n'avez pas forcément besoin de vous accrocher à un parti politique ou à une obédience politique qui elle-même forcément peut-être n'a pas trop envie de s'associer à vous aussi. Alors, quoique certains arrivent à lire vraiment un retournement de veste de façon radicale, certains arrivent à l'interpréter comme une façon de dire au RHDP « je suis disponible » ou « j'accompagnerai peut-être votre vision ». Mais moi, je pense que c'est une façon de se retirer. Je pense aussi que ça peut être, comme il le dit, comme c'est une rupture sur le plan politique en termes d'idéologie avec Guillaume Soro, c'est un signal aussi qu'il doit envoyer à Guillaume Soro. Parce que quand je lis un peu les raisons qu'il donne pour pouvoir prendre une telle décision, il a été vilipendé, sa famille a été brocadée, tout ce qu'il a dû entendre vraiment, qui ne sont pas ce que vraiment un homme politique peut souhaiter entendre en fait. Donc une manière de dire à Guillaume Soro, tant que tu laisseras peut-être tes lieutenants monter au créneau et s'en prendre à tout le monde et tout ça, bien évidemment tu vas perdre certainement des gens qui, eux, sont à la genèse de ton éclosion. Donc, il faut faire très attention. Je pense que c'est un message aussi qu'il veut peut-être donner. Quand on sait que pas mal sont détachés également. En disant ça, en fait, à Guillaume Soro. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe plus de collaboration entre Alain Loboyon et Guillaume Soro. En tout cas, de collaboration politique. C'est ça. Marquons une pause et retrouvons-nous juste derrière pour recevoir nos invités. Ils sont deux ce soir. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk et nous recevons ensemble nos invités. Messieurs Zondé Zoko Stéphane, secrétaire général du syndicat national des professionnels de l'orientation de Côte d'Ivoire, le SINAP aussi, et monsieur Johnson Kwasi Zemina, lui est porte-parole de la coordination nationale des enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, le SENEC, qui sont avec nous sur ce plateau. La SENEC. Ça annonce bien les couleurs. Ça annonce bien. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Depuis le 16 septembre 2021, le ministère de l'Enseignement supérieur a rendu public, on le sait donc, les résultats de l'orientation des bacheliers 2021. Des résultats que vous avez, d'une certaine manière, contestés. J'ai envie de dire,
Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous pose problème? Ce qui nous pose problème, c'est le fond et la forme Très bien. qui n'ont pas été mis à contribution pour donner aux Ivoiriens, aux enfants de Côte d'Ivoire, une orientation, je dirais, à la hauteur de leurs attentes. Présentez-nous votre point de vue sur la question. Le fond Pour et la que les forme. Ivoiriens comprennent mieux. de quoi Oui, il je s'agit. dirais En que détail, s'il vous plaît. tout simplement parce qu'une orientation suppose une commission. C'est toute une étude. Le spécialiste est là, il va tout à l'heure essayer d'expliquer. Mais une chose est sûre, c'est que nous n'avons pas été associés en tant que syndicat, contrairement à la promesse du ministre. En décembre passé, à pareil moment, quand les résultats comment je dirais, des orientations sont sortis et que les parents se plaignaient, les syndicats aussi. Il nous a conviés à une réunion sur le campus le 24 décembre et officiellement, il a dit que tous les syndicats, même des étudiants, seraient invités, conviés à des séances lors des commissions. Donc, le premier Il n'y a grief, pas eu c'est de commission. de n'avoir pas été Nous n'avons associés. pas été associés. Deuxième chose, c'est que quand dans un pays, on donne les résultats d'une telle orientation, on devrait tenir compte du travail des enfants et surtout de leur choix sur papier. Mais Et de nous leurs constatons attitudes. que ce n'est pas le cas, beaucoup se plaignent et nous avons quelques preuves sur nous pour vous démontrer que très souvent, ça n'a pas été le choix. Très bien. Donc, Voilà. dans la forme et dans le fond, ça n'a pas été respecté. On aura l'occasion Ok. d'aborder la question de ces preuves-là. Voilà. Notre spécialiste de l'orientation. Merci Alors bien. dites-nous. Merci bien pour l'occasion que vous nous donnez de parler de l'orientation scolaire professionnelle, qui est un peu méconnue du grand public, qui est méconnue dans la chaîne de production de la société ivoirienne. Il faut dire que l'orientation, il faut le définir d'abord. Il faut la définir d'abord. L'orientation, c'est des propositions qu'on fait à un individu qui est en âge de scolarité. C'est un processus permanent et continu. Et ces propositions permettent à l'individu de faire des choix. Mais sur la base de quoi? Sur la base de sa personnalité, ses intérêts et son parcours scolaire antérieur. La méthode de l'orientation doit prendre avant tout en compte le choix de l'individu. Ça veut dire quoi? L'aspect social de l'orientation ici est mis en évidence. Or, quand nous mécanisons l'orientation, bien évidemment, on met de côté l'aspect social. La machine ne peut pas connaître une personne. La machine, l'ordinateur traite des données, des notes. Et donc, quand on revient à ces orientations, nous pensons que le travail préparatoire n'a pas été fait. Dans les lycées et collèges, l'orientation des enfants à l'université part depuis la classe de seconde. Le rendement de l'élève depuis la classe de seconde, première et terminale. Et c'est ces trois classes-là, sur la base du rendement de l'élève, parce qu'en amont, en troisième, l'enfant exprime l'envie d'exercer un métier à la longue. Et donc, c'est en fonction de ses vœux qu'on l'oriente soit en seconde C ou en seconde A. Il continue pour faire un bac A ou un bac D, bien évidemment en s'appuyant toujours sur son projet professionnel. Et donc, il y a un travail préparatoire qui n'a pas été fait et nous passons directement à une gestion mécanique des notes. Moi, j'ai une question pour vous, M. Zoko, Zondé, Stéphane. Vous êtes spécialiste de l'orientation. Vous expliquez tout à l'heure le processus, le mécanisme depuis la seconde. Le travail n'a pas été fait. Mais vous, en tant que spécialiste de l'orientation, aujourd'hui, vous exprimez sur cette question-là. Mais quand le travail n'a pas été fait depuis de nombreuses années, à quel moment vous intervenez?
Est-ce que vous avez pensé déjà intervenir pour dire attention, on est en train de partir vers une situation difficile? Nous, en tant que spécialistes de l'orientation, par exemple, on n'a pas été associés. Pourquoi c'est maintenant que vous vous exprimez, j'ai envie de dire? Merci bien. Je l'ai dit d'entrée de jeu. C'est une occasion que vous donnez aux professionnels de l'orientation de s'exprimer. Nous, en tant que syndicat, depuis notre avènement sur l'échiquier syndical, nous avons interpellé à chaque fois le ministère de tutelle. Mais vous convenez avec moi qu'un syndicat qui dépose un courrier de demande d'audience en vue d'avoir une séance de travail avec un ministre pour lui faire des propositions, en tant que l'œil du spécialiste, lui faire des propositions, quand on refuse à ce syndicat cette aubaine-là, vous comprenez que, quelque part, on ne peut que constater ce genre de résultats. Parce que nous, en tant que partenaires sociaux, nous avons pour devoir aussi d'accompagner l'État dans sa mise en pratique de sa vision pour l'école, hein, et même pour l'orientation, mais en s'appuyant sur des considérations objectives. D'accord. Monsieur, moi, je suis très intéressé, hein, parce que là, on est devant la nation, on est devant les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens comprennent de quoi il s'agit. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous faire l'état des lieux de la situation qui a prévalu à vos différentes sorties, qui font qu'aujourd'hui, vous avez pondu plusieurs communiqués? C'est quoi la situation? C'est quoi la situation? Je l'ai dit. Il y a eu 87 000, dans l'ordre de 87 000 bacheliers. Et nous constatons que une infime partie de ces bacheliers a été affectée dans les universités. Quand vous parlez d'infime partie, j'arrive une proportion. J'arrive. Dans combien de pourcentage? Vous avez parlé de 87 000 bacheliers. Bien évidemment. Quand vous dites infime partie, moi je peux considérer peut-être que c'est 1000 personnes qui sont parties seulement dans les universités publiques. Est-ce que vous avez à peu près une estimation de ceux-là qui sont allés? C'est dans l'ordre de 19 000. Donc 87 000 bacheliers et 19 000 ont été orientés dans les universités publiques. Ok, on poursuit. Et une grande partie dans les grandes écoles privées. Or, aujourd'hui, nous constatons que l'université demeure le temple incontesté du savoir. Quand nous nous appuyons un peu sur la loi sur l'école de 1995, le droit à l'éducation permet à l'individu d'acquérir des savoirs, permet à l'individu de développer sa personnalité en vue d'être utile dans la chaîne de production. Donc, du coup, je veux dire quoi? Je veux dire que affecter les enfants de façon massive dans les grandes écoles ne résout pas la question de l'éducation, ne résout pas la question... Mais est-ce que ce n'est pas parce que les universités n'ont pas suffisamment de place pour accueillir 87 000? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nos universités publiques en Côte d'Ivoire ont la capacité? Je pense qu'au-delà de la réaction, il faut aussi dire que pendant que les places ne suffisent pas, Monsieur le ministre est en train de réduire les chances des élèves. Comment ça? Pourquoi le fait d'aller dans des grandes écoles réduit les chances? Le 23 février dernier, à Daloa, il a fait un discours relatif à l'inauguration d'un restaurant sur le campus, à Daloa, en disant que les sciences sociales n'ont plus droit de citer à Daloa. Ça, c'est dans le verbe. Mais dans la pratique... Quand vous parlez de Daloa, vous parlez de l'université Lorion Guidé de Daloa. L'université, il n'y a qu'une seule université publique. Et donc, quand je dis Daloa, il faut se référer à ça. Et donc, dans la pratique, après les orientations, on se rend compte que cette université n'a pas reçu dans les sciences sociales des étudiants. Voici, par exemple, le décret de création, d'attribution, d'organisation et de fonctionnement de cette université. Vous voyez, en son point 6, voilà, on nous dit, bon, les filières sont citées à l'article 6 et dans la fin, à la fin, on nous dit dans les sciences sociales et économiques. C'est-à-dire, ça fait partie, les sciences sociales et économiques font partie des matières, des curricula, je dirais, des orientations qu'il faut. Moi, ma question, c'est de comprendre... À partir de là, je voudrais vous dire quoi? Que ce n'est pas un ministre qui va venir détruire un décret. Non, ma question, c'est quelle est votre lutte exactement? Est-ce que vous luttez pour que les universités publiques soient davantage remplies ou est-ce que vous luttez pour l'insertion, l'orientation ceux qui remplissent les critères
puisqu'il y a des critères définis. Mais qu'est-ce qui dérange dans le voici. fait d'aller dans des grandes écoles? Non, ceux qui ne remplissent pas les critères des universités, des centres de recherche et des grandes écoles doivent véritablement être mis, comme je le dis, dans des grandes écoles. C'est ce qui est normal. Il faut que ceux-là qui n'ont pas, je vais dire, 12, 13, 14 de moyenne, qu'on les mette dans les grandes écoles. Nous ne sommes pas en train de tricher, nous ne sommes pas en train de dire que les faibles, eux tous, doivent passer d'une étape à l'autre, je vais dire, dans toutes les universités. Mais nous disons simplement que ceux qui méritent d'être à l'université, parce que l'État a déjà, dans la création des universités, dans les attributions, défini les règles d'orientation. Non seulement on n'a pas associé les spécialistes, mais aussi et surtout, c'est dans un laboratoire très fermé qu'on vient recevoir les notes des étudiants à la machine et on les oriente en fonction de, peut-être, de la vision de ces individus-là. Et donc, des universités thématiques, pour nous, c'est anticonstitutionnel. Pourquoi? Parce que Daloa, Bouaké, comment on appelle ça, Bondoukou qu'on voudrait créer par exemple, on dit déjà que c'est des universités thématiques. L'enfant à qui on dit tu dois aller au CP1, l'objectif c'est d'arriver au moins à l'université s'il est bon. Mais pourquoi dans sa région on lui dit qu'il ne doit pas rester dans sa région dès lors que de plus en plus ils sont très jeunes. Et étant jeunes, il ne faut pas qu'on les fasse voyager ailleurs et donc créer des universités thématiques, pour nous, est anticonstitutionnel parce que la Constitution dit d'aller à l'école. Et comme nous n'avons pas encore suffisamment d'universités, laissons les universités thématiques. Il faut que nous créions des universités pluridisciplinaires pour permettre aux enfants d'aller à l'école dans toutes les régions. C'est très technique, est-ce que vous nous dites là, monsieur Johnson? On va revenir, oui, en quelques minutes. Je veux dire quoi? Quand vous êtes malade et que vous partez à l'hôpital, est-ce que ce n'est pas un spécialiste de la santé qui vous reçoit? Bien sûr. Pourquoi dans la chaîne de production de la société ivoirienne, l'État paye des inspecteurs d'orientation pour faire de l'encadrement près des jeunes apprenants, depuis les lycées et collèges? Et à l'université, on a des collègues inspecteurs d'orientation. Donc, toute question relative à l'orientation doit revenir aux inspecteurs d'orientation qui sont outillés pour mieux appréhender la question de l'orientation. Monsieur Zondé, dites-moi clairement, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe avec l'orientation en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, les élèves remplissent des fiches. Ces fiches-là partent au ministère de l'Enseignement supérieur de l'Éducation nationale. Vous me direz quoi? Et à partir de cet instant, vous intervenez, vous n'intervenez pas. Comment ça se passe en fait? Expliquez-nous un tout petit peu le processus. Est-ce que je peux commencer pour que lui termine? Je voudrais simplement dire qu'il n'y a pas de commission en tant que telle. Oui. Ce sont quelques individus dans un laboratoire à partir d'une machine qui donne un résultat. Premier fait. Deuxième fait, c'est qu'une orientation doit découler du choix de l'élève parce qu'il a été accompagné par un éducateur qui lui a permis de remplir un papier. Et donc, on oriente pour que lui, il ait la chance de continuer. C'est tant qu'il remplit les conditions. Les critères qui sont donnés ont été bafoués par moment pour la majorité et donc pas pris en compte. C'est de ça qu'il s'agit. Je voulais dire que les préinscriptions, les fiches de préinscription que les nouveaux bacheliers remplissent n'ont rien à voir avec l'orientation. L'orientation, quand on parle d'orientation, on parle de choix de filière. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la définition de l'orientation, ça prend en compte trois aspects. Le parcours scolaire antérieur de l'élève, la personnalité de l'élève, son intérêt. Aujourd'hui, nous, inspecteurs d'orientation, nous avons pour activité phare de réduire l'échec scolaire. Mais si tous ces trois éléments que je viens de citer ne sont pas pris en compte dans l'orientation des nouveaux bacheliers, vous convenez avec moi que cela va créer une démotivation et à la longue, l'échec scolaire est là. Et donc, les phases préparatoires dont nous parlons doivent être gérées en grande partie par les inspecteurs d'orientation. Prendre en compte les notes de contrôle continu, ce qui n'est pas fait en ce moment. On se limite seulement à prendre les notes obtenues au bac. Ça va en antipode
des principes fondamentaux de Vous l'orientation. avez cité trois facteurs. Permettez-moi de vous poser une question concernant peut-être un quatrième facteur, qui est la capacité d'accueil. Vous pensez que ça mérite d'être pris en compte? Oui, nous sommes dans un pays tiers-mondiste. Dans ce pays tiers-mondiste, je pense bien que le caractère social de l'orientation doit être mis en avant. Ça veut dire quoi? Le caractère social. Ça veut dire que l'enfant, déjà qui aspire à aller à l'université, en lui permettant d'y aller, cela va créer en lui une source de motivation. Parce que je suis en train de vous parler de la réussite scolaire. Les paramètres qui rentrent en ligne de compte pour permettre à l'élève ou à l'étudiant de donner le meilleur de lui-même. Il y a la motivation. Très bien. Donc l'enfant, quand il apprend, c'est en fonction de l'intérêt qu'il trouve dans le cours qu'on lui donne ou même dans la filière. Alors, moi, ma Donc question... quand on envoie un Oui. enfant dans une grande école, nous disons qu'en ce moment, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas fait selon les règles de l'art. D'accord. Donc C'est ce que aujourd'hui, nous disons. votre plainte est plus orientée sur le fait que ce ne soit pas fait sur les règles de l'art ou orientée parce que vous avez eu des plaintes d'étudiants qui ne sont pas satisfaits d'aller dans des grandes écoles. Moi, oui. c'est ce que je voudrais comprendre. Parce qu'à la fin, ce qui compte, il y a ça, c'est vraiment mais la formation. Il y a ça, mais Est-ce que les étudiants se sont plaints? ils se sont plaints. Nous avons beaucoup de documents ici où des gens ont des très grosses moyennes, ils sont très jeunes et on les oriente dans des écoles boutiques. C'est ça, nous, notre préoccupation. Mais tout à l'heure, vous Pourquoi posiez vous la parlez question d'école de boutiques, savoir... monsieur Pourquoi vous parlez d'école boutique, Je voudrais C'est quoi les revenir. écoles boutiques? Écoutez-nous, on est là pour vraiment éclairer la lanterne des Ivoiriens. Bah oui. Permettez-nous de nous exprimer. Nos questions Ce que aussi, je- vous aider à c'est éclairer très la Quand vous dites école boutique, on a bien envie de comprendre On la comprend pas trop. C'est Tout quoi à une l'heure, école il boutique? parlait de capacité d'accueil. Si c'est le cas, on ne devrait pas parler du bac, parce que le bac devrait tenir compte de ses admis en mettant en exergue le nombre de places. Dès lors que Non, mais le bac, Non, c'est mais un s'il y a la examen, c'est pas un possibilité, concours. oui. Le bac, c'est pas un concours. Le bac, c'est un examen. Justement, Donc, le lien chacun que a je besoin de son passais, bac. je viens Oui, c'est oui, par rapport à sa mais moi, par question. exemple, j'ai- comprenez-nous, non, mais- comprenez-nous. Ok, Laissez-moi aller jusqu'au bout de Allez-y au mes bout. idées. Non, mais je pense pour qu'il que faut les quand même gens- qu'on canalise quand même. Ce que hein. je veux Parce que le bac, savoir- c'est un examen, c'est pas un concours. Ce que je vais vous faire savoir, examen. C'est un c'est examen. que le bac est un examen. C'est ça. Et l'orientation qui en découle est aussi la conséquence de cet examen. Et donc, on devrait tenir compte des paramètres comme quoi, je vais dire, le mérite et puis l'âge. Nous sommes entièrement d'avis avec vous Voilà. sur cette base. Et maintenant, sur cette base, ceux qui sont orientés devraient rentrer dans les universités publiques et le reste, c'est-à-dire ceux qui sont en deçà des moyennes, des attentes, des critères, alors on les met dans les grandes écoles parce qu'ils sont dits faibles. Mais qu'est-ce que nous voyons? Pendant qu'on dit qu'il n'y a pas suffisamment de place, on élimine certaines UFR et de façon solitaire, parce que le ministre n'a pas discuté avec les doyens, n'a pas discuté avec les universités, n'a pas discuté avec les syndicats, n'a pas discuté avec le monde universitaire. Est-ce que le ministre a la capacité de rejeter un décret? D'accord, monsieur. Le décret Alors, au-dessus, c'est cette année- je pense c'est bien, cette année que vous au-dessus, plaignez. Je voulais faire un additif. OK. Le baromètre d'évaluation. Le baromètre d'évaluation d'une commission nationale. Il n'en a même pas existé d'ailleurs. C'est la session des réclamations. Est-ce que vous voyez? Quand vous êtes malade, vous partez à l'hôpital. Le médecin, il vous diagnostique et il vous prescrit des ordonnances. Vous suivez un traitement. Mais vous repartez pour faire le bilan, pour voir si le traitement il est bon ou il était bon. Mais quand on fait une orientation, mais ce n'est pas une orientation qui est faite, c'est une affectation. Or, là où on parle de choix de filière, excusez-moi, c'est de l'orientation que nous faisons. Et l'orientation obéit à des critères, à des fondamentaux. Donc, après avoir choisi, il y a ce qu'on appelle la session des réclamations, qui est le baromètre par excellence de l'évaluation de la commission qui a travaillé. Mais là, voici qu'on refuse d'ouvrir une session de réclamation. Si on refuse d'ouvrir une session de réclamation, c'est qu'il y a problème. C'est qu'on sait que le travail qui a été fait en amont est entaché d'irrégularité. Messieurs, on va revenir après une courte pause parce qu'on a vraiment envie de se poser une question. Quels sont vos rapports avec le ministère de l'Enseignement supérieur? On va en parler juste après la pause. Mais ils nous ne savent Après même la pas. pause. Comment ils peuvent analyser des rapports? On Des va en parler après la spécialistes. pause. On va en parler tout à l'heure. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de nos invités. Eh bien, Monsieur Zondé Zoko Stéphane, il est secrétaire général du syndicat national des professionnels de l'orientation de Côte d'Ivoire. Et Monsieur Johnson Kwasi Zamina, je prononce bien cette fois, lui est porte-parole de la CEDEC, c'est la coordination nationale des enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. Avec ou en leur compagnie, nous parlons de la question des orientations des bacheliers 2021. Il y a beaucoup de plaintes. En tout cas, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Déjà, dans vos propos, messieurs, on a noté que vos rapports avec la tutelle sont assez difficiles. Donc la question avant de partir à la pub, c'était quels sont ces rapports-là pour que vous soyez relégués, selon certains propos, au rang d'observateurs ou même de spectateurs. J'ai noté quelque part. Oui, il convient de dire spectateur parce qu'un observateur est celui-là, quand il a fini d'observer, fait des recommandations. Fait des recommandations. Quand dans un amphi, nos propres collègues, parce qu'ils sont à un certain niveau, ils sont nommés, nous relèguent aux simples observateurs qui n'ont pas droit à la parole. C'est vraiment drastique. Mais pour revenir à la question, il faut dire simplement que les orientations de plus en plus deviennent un indicateur social qui reflète ce qu'on appelle une crise dans le supérieur, avant le supérieur, le secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'école, en général, est en crise. Et pour réguler cette crise, notre rôle en tant que syndicat, en tant que partenaires sociaux de l'enseignement supérieur, de l'enseignement en général, de l'école en général, c'est d'apporter une contribution. Et donc, nous, pour le moment, nous ne pouvons pas juger notre ministre parce qu'il vient de commencer, même s'il y a un peu longtemps. Les Sénoufos disent que quand il y a des poussins, celui qui deviendra coq, ça se voit. Vous êtes observateur, spectateur, oui. Il y en a d'autres qu'on n'écoute même pas. Effectivement. Vous voyez, l'orientation existe à l'éducation nationale, l'orientation existe à l'enseignement technique. Il n'y a que l'université. Depuis l'avènement du ministre Niamey Kouna, qui pense que c'est l'informatique qui peut gérer l'orientation, et tous ceux qui se sont succédés, qui ont suivi après, ont emboîté le pas au ministre Niamey Kouna. Aujourd'hui, quand on entend un ministre de l'État de Côte d'Ivoire dire qu'en 4 heures, on peut gérer l'orientation en 4 heures, ben j'ai dit non. De combien de personnes? De près de 80 000 personnes. Derrière une personne, il y a beaucoup de réalités. Je veux dire que l'école est le reflet de la société. Donc, quand on prend des mesures qu'on doit appliquer à l'école, il faut prêter une oreille dans la société. Alors, depuis l'avènement de la gestion mécanique de l'orientation, le malaise, il est grand dans la société. Or, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons pour la société. La chaîne de production, qui a plusieurs maillons, cette chaîne de production est mise sur place pour satisfaire la société. Or, cette orientation, sous sa forme actuelle, ne peut pas satisfaire la société ivoirienne. Il faut changer en mettant au cœur du processus les inspecteurs d'orientation. Je répète, en France, par exemple, quand un élève ou un étudiant fait un choix, mais tant que cela n'est pas approuvé par un inspecteur d'orientation qui est un spécialiste ou le conseiller d'orientation, je vous dis que ce choix ne peut pas passer parce que là où on choisit, il y a la vie, il y a la mort. Monsieur Zondé, en tout cas, je vous ai parfaitement compris. Je voudrais en fait qu'on soit tous au même niveau d'info. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ce soir que alors que un décret qui institue l'organisation des orientations qui a été pris par le chef de l'État en Côte d'Ivoire a été purement et simplement remis en cause par un ministre de tutelle, à savoir, alors qu'il doit avoir une commission d'orientation, la commission d'orientation est purement et simplement biffée. Et en lieu et place de la commission d'orientation, comme il le disait si bien, on a plutôt mis un petit groupe dans une salle avec des ordinateurs qui ont pris, ou du moins qui ont fait leur travail et qui ont donné ce résultat. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire ce soir? Nous dire que quelque chose qui a été entériné au plus haut sommet de l'État, aujourd'hui est purement et simplement remis en cause par la simple volonté de fut-elle des autorités à un certain niveau de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ce soir? Je voudrais dire que ce n'est pas la première fois. Il y a plus de 2-3 ans que ce système existe. C'est-à-dire des gens qui s'asseyent derrière une machine pour donner le résultat d'une orientation.
Pour revenir à votre question, le 16 de ce mois, le jeudi passé, on nous appelle la veille à 7 heures pour dire demain, il y aurait une commission d'orientation. Nous pensions être à cette commission d'orientation pour travailler et commencer à orienter après une véritable étude sur les résultats, les critères. Mais quelle fut notre surprise? Le directeur des cabinets qui monte au pupitre nous fait croire déjà que le travail a été fait et donc on nous associe, bien sûr, en présence des caméras, pour nous faire valider un travail qui a déjà été fait. Donc en fait, la commission, elle existe? J'arrive, la commission n'a pas existé, j'arrive jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'était le jeudi 16. Jeudi, vendredi, samedi, dans la nuit du dimanche au lundi, à 4 heures du matin, on publie les résultats. Tenez-vous bien, ça veut dire que ça avait été déjà préparé, que les dés sont pipés. On nous avait associés pour que les caméras montrent que la Sénèque, les autres, les PAT ont contribué. Donc, pour revenir, nous n'avons pas eu de commission. À preuve, on nous faisait croire que les présidents d'université étaient associés à ce travail. Mais dans la salle, les présidents d'université posaient un certain nombre de questions qui nous révélaient qu'ils n'ont pas contribué à cette... Enfin, ils n'ont pas été associés à cette commission. En un mot, la commission n'a pas existé. Est-ce qu'ils sont clairement détachés? La commission n'a pas existé. De ce qu'on a Ce sont quelques individus à partir d'un laboratoire que je peux représenter par leur machine qui ont donné les résultats que vous venez. Alors, ce n'est pas la première année. Pour répondre à sa question qui est importante pour la suite du débat, il faut dire que le décret dont vous parlez, c'est le décret portant organisation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bien évidemment, il y a une direction de l'orientation et des bourses. C'est ça. En réalité, ce travail devait être fait par cette direction. Et dans cette direction se trouvent massivement des inspecteurs d'orientation, des professionnels de l'orientation. Mais ce à quoi nous assistons, ce n'est pas cette direction qui fait l'orientation. Moi, ce que je ne comprends pas du tout, pour dire ce n'est pas la première année où il est question d'orientation. Pour dire quoi? Bien évidemment. Cela ne repose sur aucune base légale. Aucune base légale. On le comprend bien. Vous avez une question? Oui, ce que je veux nous l'avons dit que nous prenons si vous le permettez, ce que je veux comprendre, l'opinion nationale et internationale, que nous, inspecteurs d'orientation, on ne se reconnaît pas dans ces résultats. On l'a bien compris. On l'a bien compris. Moi, ce que je veux comprendre, que je n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas la première fois qu'il est question de bachelier, ce n'est pas la première fois qu'il est question d'orientation post-bac. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on soulève tous ces problèmes? Comment est-ce que ça se passait les années précédentes? Est-ce que vous étiez pris en compte? Est-ce que vous étiez mis à l'écart? On était toujours mis à l'écart. On a toujours fait ce reproche que nous sommes en train de réciter ici, mais seulement que c'est cette année que vous, en tant que presse, avez relayé au plus haut niveau. Voilà la différence. Donc, depuis tout ce temps, vous n'avez pas été écouté par le ministère? Depuis plusieurs ministres, nous avons toujours décrié et nous avons toujours publié sur nos pages. Depuis plusieurs ministres, ça veut dire que ça date d'environ 6, 7 ans, 8 ans. Oui, c'est ce que je dis. Ah bon? Ça date de longtemps. Parce que plusieurs ministres, quand je regarde les ministres d'enseignement supérieur, quand je joue quand même, bon, même si on va sur 2, ça fait déjà au moins 4 ans. Je voulais revenir sur un aspect très important. Quand on parle de l'orientation, on parle de la gestion des ressources humaines. Vous voyez un peu, un individu qui choisit une filière d'études, cet individu-là, c'est lui qui demain va animer la chaîne de production de la société ivoirienne. Ça, on a bien compris. Et donc là, il faudrait que cet individu soit au contact permanent avec un spécialiste. Très bien. On a compris une machine ne peut pas le faire. On a bien compris le rôle, voilà. Une machine ne peut pas le faire. Le rôle du spécialiste dont vous parlez. Et donc, il faut ramener l'orientation aux spécialistes que nous sommes. Parce que justement, ça va permettre d'aborder la dernière question de cette émission. Elle concerne votre menace de boycott de la rentrée universitaire 2021-2022 si certaines conditions ne sont pas réunies. Donc, je pense qu'entre autres, il y a ce que vous évoquez tout à l'heure, ramener les spécialistes au cœur de l'orientation. Vous avez d'autres conditions? Oui, d'autres conditions, c'est que les sciences sociales, à Daloa ou ailleurs, devraient quand même faire partie de ce qu'on appelle les universités. Une autre condition, c'est que nos conditions de vie et de travail, on n'en fait pas très souvent un bilan d'une année à l'autre. On ne fait pas le bilan aussi des années, on saute
et on veut toujours arriver à un résultat sans donc, dans les avoir conditions de la critiqué question d'orientation, vous abordez les questions corporatistes. Ouais, par exemple. Justement, c'est notre rôle, parce qu'il faut toujours partir de quelque chose, et c'est parce que les orientations montrent l'échec à un certain niveau, et cet échec est global. Et donc, nous tirons ici des orientations pour poser les vrais problèmes, parce que les orientations sont une partie et les autres problèmes sont une autre. Est-ce que vous avez aujourd'hui, pour finir, les statistiques exactement des fausses orientations qui ont été faites cette année? Est-ce que vous avez des statistiques? Environ combien d'étudiants se retrouvent dans des filières qu'elles ne méritaient pas? Ou elles devaient pas tenir compte de leur background, de tout ce que vous avez dit? En termes de plaintes, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée à peu près sur les 87 000 bacheliers? Je pense que nous ne pouvons pas vous dire que nous avons les chiffres, parce que dès lors que nous n'avons pas été associés à un travail, nous ne pouvons pas... Mais vous avez dit qu'il y avait des plaintes. Oui, justement, ces plaintes-là, c'est ceux-là qui sont ou dont les parents sont sur notre page. Ça avoisine voilà, combien? qui Ça avoisine combien? Voilà. Bon, pour ce que nous avons pour le moment, ça n'atteint même pas 15%. Voilà. Ce que je veux dire, l'orientation, c'est un travail scientifique. Nous disons que pour répondre à votre question, il faut ouvrir une session de réclamation accessible à tous. À cette session, on saura de façon éloquente le nombre de bacheliers qui n'ont pas été affectés selon leur choix. Et encore, au-delà de cela, il y a des bacheliers affectés soit dans d'autres établissements où ils n'ont personne. Ils veulent faire seulement des changements d'établissement. Nous demandons aussi le retour de la moyenne pondérée. Je l'ai dit tout à l'heure, les fondamentaux de l'orientation prennent en compte le parcours antérieur. Donc le retour de la moyenne pondérée qui consiste à prendre en compte les notes de contrôle continu et les notes obtenues au bac. Et la création du service universitaire d'orientation et d'information animé par des inspecteurs d'orientation dans nos universités publiques, parce que c'est là-bas qu'il faut encadrer nos jeunes frères, nos enfants, à l'effet de leur permettre d'être efficaces dans la chaîne de production de la société ivoirienne. Monsieur Zondé Zoko Stéphane, je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat national des professionnels de l'orientation en Côte d'Ivoire. Et monsieur Johnson Akwasi Zamina, lui est porte-parole de la SENEC, la coordination nationale des enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. Vous étiez présent sur notre plateau pour aborder la question de l'orientation. C'est vrai qu'on a beaucoup de points sur lesquels on aurait pu passer plus de temps. Mais déjà, je pense qu'on a compris l'essentiel de vos propos. Et puis, sur vos différentes plateformes, on peut avoir les détails de ce que vous souhaitez véhiculer comme message. En tout cas, notre message, le prochain, il est à l'endroit du ministère de l'Enseignement supérieur. On vous a reçu sur notre plateau. On aimerait bien qu'il soit également présent pour expliquer, je ne dirais pas leur part de vérité, mais en tout cas pour donner leur point de vue sur cette question, parce que tout ce que nous souhaitons, c'est que nos enfants puissent avoir des orientations dignes, des orientations qu'ils ont souhaitées. Sur ce, les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV, dont on vous retrouve demain sur ce même plateau. Merci Rihanna, merci Élisée, merci à toutes les équipes techniques et on se retrouve demain. Dieu veille sur vous, Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.